Aujourd'hui, pas mal de choses se télescopent dans l'actualité et dans mes lectures, ou plutôt l'actualité rencontre mes lectures, à moins que ce ne soit l'inverse. Et je trouve ça intéressant d'en parler, donc on va aborder des questions pas faciles, c'est-à-dire rapport entre politique, art et violence sexuelle. Alors, je viens tout juste de faire l'acquisition de cet ouvrage de Rebecca Solnit, La mère de toutes les questions. C'est assez récent, je crois que c'est... faut que je retrouve les dates. Donc je l'ai acheté, lu dans la foulée, fini hier soir, 2017 aux États-Unis, 2019 en France. Rebecca Solnit est l'inventrice du concept, l'inventeuse normalement, mais je trouve inventrice, parce qu'il y a un verbe inventé, la créatrice, du concept de mansplaining. Et le concept est traduit, ce concept est traduit en français par la m'explication ou la pénisplication, c'est-à-dire, comme l'explique très rapidement le titre de l'ouvrage qui reprend l'article où elle racontait cette situation, ces hommes qui m'expliquent la vie. Il se trouve que Rebecca Solnit s'est trouvée dans une conversation, en discussion avec un homme qui a voulu lui expliquer un concept. Alors je sais vraiment pas de quoi il s'agissait en détail, ou plutôt je l'ai oublié, et ceci en s'appuyant sur un livre qui se trouve avoir été écrit par Rebecca Solnit elle-même. Et la m'explication ou le mansplaining, c'est le fait que les hommes, comme classe, enfin, ça décrit la situation où des hommes partent d'un présupposé non explicite, d'une incompétence des femmes, et vont donc leur expliquer un domaine dans lequel elles sont expertes. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Ça m'arrive tout le temps. Que ce soit pour les questions féministes, ça fait 15 ans que je suis féministe et que je lis là-dessus, quoi. Un peu de décence. Je parle même pas d'histoire du féminisme, ou, puis je le vois, et là vraiment je parle de mon cas personnel et de mes propres expériences, et aussi pour ma thèse. Pas tellement sur Renan, parce que Renan n'intéresse pas grand monde, mais aussi sur Renan, mais plus largement sur la question des sciences, de ce qui se fait science, de l'épistémologie. C'est le sujet de ma thèse. Donc je sais ce que je raconte. Et que je raconte et que j'explique. Donc c'est agaçant. Ça, la mère de toutes les questions, c'est, je crois que c'est le titre du premier essai. C'est le premier essai, alors parce que c'est un recueil d'articles, ouais, voilà, c'est le premier. Bon, qui m'a eu l'air pas mal. J'ai des réserves sur ce livre, qui sont un peu les mêmes que pour Mona Chollet, à savoir que Solnit n'est pas une universitaire, c'est une essayiste et intellectuelle, je la trouve intéressante. J'ai appris des choses sur le féminisme américain, enfin états-unien, parce que là il me manquait des éléments. J'ai eu une impression de cul entre deux chaises, peut-être parce que j'étais dans le train, pour le lire, à savoir qu'il me manquait des choses. Alors j'ai apprécié le ton personnel, ce qui a pu être aussi polémique dans le cas de Sorcière de Chollet, cet éthos d'humilité. Solnit est quand même moins dans l'autoprésentation que ne l'est Chollet. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez proche. Au niveau de l'écriture, je ne l'ai pas trouvé assez ferme. Et là, c'est parce que je viens de lire, non, il n'est pas ici, il est plus loin, Considération sur l'homard de Foster Wallace il y a je sais pas 10 jours, quelque chose comme ça. Bon, c'est sûr que Foster Wallace c'est un foutu écrivain, quoi. Donc elle est quand même un cran en dessous, mais et en fait ce que je n'ai pas trop aimé, ce sont les quelques impressions de coq à l'âne que je pouvais avoir dans certains essais. En revanche, parce que j'essaie toujours de montrer le positif là-dedans, La mère de toutes les questions qui part de Woolf, et l'essai qui suit celui qui est intitulé Brève histoire du silence, avec cette belle épigraphe d'Audre Lorde. Ce que j'ai le plus regretté, c'était mes silences, et il y a tant de silence à briser, m'a pas mal parlé. Alors cul entre deux chaises, parce que ce sont des choses
qui m'interrogent depuis longtemps et qui vont me permettre en fait de les lier à d'autres choses. Oh, tant de teasing. Mais qui me semblent en fait assez importantes si on n'est pas déjà sensibilisé à ces questions. En tout cas, c'est très important pour l'histoire du féminisme, cette histoire du silence. Et évidemment, le silence, ça va avec la parole et avec la parole non dite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Cette brève histoire du silence est assez belle. L'écriture de Solnit est quand même très claire. Au niveau de la traduction, il y a un moment où j'ai vu une espèce de coquille, mais genre une seule dans le bouquin. Je ne l'ai pas notée parce que je voulais pas être désagréable. Mais bon, je suis contente. Je ne sais plus qui l'a traduit. Évidemment, là, on a... c'est chez l'Olivier, Céline Leroy. Et non, c'est très propre, quoi. Et ça, c'est une des grandes forces des essayistes américaines et américains. C'est quand même un truc que je trouve pas trop en France. Et je pense que c'est une des raisons du succès de Cholet. Alors peut-être parce que par mes connaissances, hein, je sais pas. Mais une espèce d'ampleur et de simplicité en même temps, de sobriété dans le style, ça me plaît pas mal. La brève histoire du silence, c'est quand même un... Enfin, brève histoire du silence, une brève histoire du silence, je sais plus. Brève histoire du silence, sans article. C'est un mini-essai qui m'a pas mal plu parce que Solnit il file une métaphore et en fait j'aurais voulu l'avoir prolongée cette métaphore parce qu'elle m'intéresse par ailleurs pour moi-même, qui est métaphore qui est à la fois cartographique et urbaine, et ça correspond à des travaux. J'ai vite fait regarder ce qu'avait fait Solnit en dehors de théoriser le mansplaining, qui est quand même un intérêt assez marqué pour la géographie, et notamment donc, la géographie urbaine. Et de voir en fait ces moments où on rompt le silence comme des moments où se met en place une nouvelle cartographie, voire une nouvelle ville, de nouveaux espaces, de nouveaux territoires. Et ça, je trouve ça assez important. Ce qui est important surtout, alors je ne vais vraiment parler que de cet essai, l'ensemble de l'ouvrage, y a d'autres articles, un sur Géant, un autre sur Ces hommes qui m'expliquent Lolita, que j'ai trouvé très bien, et je vais peut-être y revenir. 80 livres qu'aucune femme ne devrait lire, qui revient sur un article, je crois que c'est de Squire. Je suis pas dans cette actu-là, mais sur une liste de 80 livres conseillés aux hommes, il n'y avait qu'un livre de femmes dedans, et c'était plutôt des livres misogynes. Quand le cheval est un zèbre, inversement, donc c'est sur la notion de catégorie. 7 morts un an après. C'était très intéressant aussi. Très triste, là, on parle quand même de féminicide. Féminisme, les hommes arrivent, donc la place des hommes dans le féminisme, c'était assez chouette. Une année d'insurrection, donc c'est sur l'année 2014, une année hyper importante pour le féminisme. Alors, plutôt en Amérique, et là vraiment en Grande Amérique, mais c'était des choses vraiment que j'ai appréciées. Hein. Et ah oui, Histoire récente et joyeuse de la blague sur le viol, 2015, hein. Ça c'était top. Ça m'a beaucoup plu, avec des blagues sur le viol féministe. Alors pas sur des viols féministes, mais des blagues féministes sur le viol. Je pense pas qu'il y ait de viol féministe. Et voilà comment on met en abîme tout cela. Enfin, c'est quand même un recueil que j'ai apprécié, avec des réserves, mais qui viennent du fait que moi-même, j'écris des papiers là-dessus, et je voulais qu'elle aille encore plus loin. Mais je l'ai trouvé chouette, vraiment chouette. Peut-être aussi que si j'étais tombée sur les papiers indépendamment, ça m'aurait vraiment plu et je les aurais par exemple partagés en ligne, alors que dans un recueil d'ensemble, peut-être que le fait qu'il s'agisse d'un ensemble, dans un recueil d'articles, le fait qu'il s'agisse d'articles avec des thématiques un peu différentes, etc., peut-être qu'il m'a manqué une systématisation. Mais ça, c'est encore un de mes travers universitaires. Donc là, voilà, ça c'était pas mal. Alors, brève histoire du silence, c'est pour revenir, et avec plein de citations, et même anciennes, seconde génération, etc., sur l'importance qu'ont eu les groupes de conscience de la seconde vague. Et alors, elle dit jamais MeToo, elle parle plus du hashtag Yes All Women, mais MeToo vient après, de toute façon historiquement, parce que ce sont des articles que je pense avoir été publiés d'abord, mais ça c'est pas tellement précisé, c'est comme dommage, et qui sont ensuite repris en volume. Pratique très onanienne, mais je pense pas que ce soit le modèle de Solnit.
Donc normalement c'est avant MeToo quoi ce texte. Et c'est vraiment important parce que MeToo le confirme dans ce cas-là. Mais comment en fait la réalité est faite du silence, dans ce cas-là, des femmes, et des femmes en tant que victimes des discriminations liées, enfin, ou causées par un système patriarcal particulièrement sexiste. Cette histoire du silence est celle des opprimés. Et j'ai eu très très envie, et ça m'a un peu manqué, de le relier avec la question du conteur de Benjamin, ce très très bel article que j'évoque de temps à autre, du conteur de Benjamin, sur la brisure qu'a été 14-18 dans le fait de transmettre des expériences sous forme de récits. Et en fait, ce que décrit Solnit, c'est exactement comment le silence se brise par le récit de ce qui est la réalité. Et ça, c'est absolument passionnant, et c'est une question qui me travaille en fait depuis 10 ans. Sur c'est quoi le silence ? À un moment, j'employais le mot de roman, mais le mot de récit fonctionne très très bien aussi. Et ce moment où le récit est une réappropriation, et j'apprécie là la métaphore urbaine et cartographique de Solnit, pas une réappropriation de soi et de son propre corps, mais une réappropriation d'un territoire. Parce que le partage d'expériences, et là on parle notamment d'expériences traumatiques, de viol, d'agression, de harcèlement, permet, quand il est possible, de faire communauté. Alors pour répondre à un fil Twitter que j'ai vu hier en passant, je ne pense pas qu'il soit bon quand on vous décrit une situation sans mettre le mot viol, de dire qu'il s'agit d'un viol, parce que c'est très 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 violent. Et je trouve que le détour par la théorie collective, par exemple féministe, mais aussi médicale, psychologique, psychotraumatique, peut pas mal aider, et aussi par la fiction. C'était une parenthèse. Parce qu'il faut en fait pouvoir être capable, quand on a été victime, de parler, de mettre en place, d'élaborer son propre récit, c'est-à-dire de recoller les morceaux. Bon, ça peut être une démarche aussi thérapeutique, etc. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que si on reprend, j'allais dire si on se schématise, mais enfin, si on abstrait cette question, enfin, on va pas tellement l'abstraire finalement, mais du silence et de la parole, et Solnit est très bienveillante là-dedans en disant que parfois on ne peut pas dire, parfois on reste dans le non-dit, dans l'indicible, dans la douleur, et il y a un temps pour tout, bien Ecclésiaste, mais il y a un temps pour dire, et un temps pour raconter, et en fait il y a un contexte pour dire et raconter, mais sortir un récit, en fait, par exemple de façon, dans un cadre juridique, c'est-à-dire raconter quand on dépose une plainte, puis répéter, puis répéter, puis répéter, c'est très difficile. Voilà. Et il faut, en fait, pour pouvoir dire, il faut non seulement pouvoir parler, et il faut pouvoir être entendu. Et ça, c'est une des choses majeures qu'a amené le féminisme. Alors, plus globalement, mon avis, c'est que le féminisme est une révolution épistémologique majeure qui a trait à cette parole. Et je ne m'étends pas plus sur la brève histoire du silence, qui est vraiment un chouette texte. Et ça, c'est une chose que j'aimerais bien un jour théoriser de façon un peu systématique, histoire de pouvoir m'autocritiquer ensuite, que je vois déjà dans la philosophie et l'histoire des sciences. C'est-à-dire que ce qu'a permis le féminisme, notamment de la seconde vague, mais en fait il est préparé par la première vague et par le féminisme du 19e siècle, que je connais moins bien mais je vais creuser tout ça, c'est non seulement la prise de parole, non seulement un nouveau statut donné au témoignage, et là je suis totalement dans la lignée de Solnit, mais aussi la prise en compte de nouvelles archives. C'est-à-dire que grosso modo se rencontre un mouvement d'histoire des femmes, initié en France par Michel Perrault à la demande de ses étudiantes, et qui a été absolument majeur, et l'écoféminisme, je pense par exemple à Caroline Merchant, The Death of Nature, ou donc pour là aux États-Unis, et ça me permet de répondre à des commentaires que j'ai eus sous d'autres vidéos, ou Françoise Daubonne, que je connais moins bien, ou un mouvement, en fait, qui a d'abord été un mouvement
faisant l'histoire de la sorcellerie, une revalorisation de la sorcellerie, en allant jusqu'à parler de féminicide, voire de génocide de femmes pour la sorcellerie. Et ça, on va le voir avec des bouquins dont je parlerai dans quelques temps, dans les années 70, et remis au goût du jour avec Caliban et la sorcière, et maintenant Mona Chollet de façon beaucoup plus vulgarisante. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi qu'on prend en compte d'autres modes de rationalité, et que ça ouvre non seulement de nouveaux champs, de nouveaux objets d'étude, mais aussi de nouveaux modes de pensée, pas forcément rationnels, pas forcément scientifiques, ou plutôt de modes de pensée et de connaissances. Je ne m'étends pas plus sur cette révolution épistémologique, mais qui est majeure, et qui atteint tous les domaines des sciences humaines, et je suppose des sciences inhumaines, même si là, je ne voudrais pas trop m'avancer. Et en même temps, et c'est là que le télescopage commence à se passer, ce matin, me semble-t-il, est paru un article du Point qui revient sur l'affaire du poème de Chénier. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai oublié le artiste, un truc comme ça. Moi, je passais pas la grecque quand ce programme est tombé. Mais il y a maintenant 2 ans, un poème de Chénier à l'agrégation a conduit les étudiants et étudiantes, plutôt des étudiantes, de l'ENS Union à rédiger une lettre d'agrégatif et agrégative à l'attention du jury d'agrég pour demander un éclaircissement sur l'interprétation d'un poème de Chénier représentant une scène qui pour moi ne fait aucun doute, il s'agit d'une scène de contrainte sexuelle, c'est-à-dire de viol. Puisque ce qui avait été entendu en cours, c'est qu'il était mal à propos de parler de viol pour ce poème, et qu'il s'agirait d'un contresens. L'article du Point, alors cette lettre était restée sans réponse de la part du jury. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu même de choses dans le rapport, mais j'ai pu oublier, puis le rapport d'agrég, c'est quand même pas une lecture de chevet pour moi. Elle a amené en fait tout un ensemble d'articles, de réponses et d'études depuis, donc par l'association initiatrice, c'est-à-dire les Salopettes, une association féministe de l'ENS Lyon, enfin l'association féministe de l'ENS Lyon, et de journées d'études consacrées au traitement littéraire et artistique des violences sexuelles. Je vous mets en description le sommaire de l'ensemble de cette polémique littéraire, et notamment du blog Malaise dans la lecture, voilà, qui regroupe beaucoup de choses. Les réponses, en fait, ayant été essentiellement, si je n'en oublie pas, le fait du groupe de recherche Transition, qui a une revue qui il me semble, je veux vraiment être prudente sur tout ça, être dirigée par la professeure de littérature Erlène Merlin-Cashman, si je ne me trompe pas encore une fois, et qui repose sur faut-il parler de trauma ou de représentation du trauma pour la littérature? Peut-on utiliser des concepts actuels pour décrire des situations, pour décrire des textes littéraires, notamment d'Ancien Régime, donc qui appartiennent à d'autres modes de pensée? Peut-on... dans quelle mesure les textes sont-ils politisés? Beaucoup de choses reviennent, là surtout du côté de Transition, du côté d'un procès fait à la littérature, donc ça c'est un reproche fait aux signataires et au texte ensuite. Et le dernier élément en date est constitue dans le texte de Marc Hersan, qui est un professeur de littérature que j'ai eu que j'ai un peu eu en cours, mais très peu à cause des mobilisations de Bordeaux en 2008-2009, et qui m'avait encadré pour un mini-mémoire, et qui lui-même dans son texte inclut un paragraphe qui tire en fait la situation représentée dans le poème de Chénier, parce qu'on est toujours sur ce poème de Chénier, pour dénier la contrainte sexuelle, c'est-à-dire le viol, même dans la réalité actuelle. Ce qui est méga choquant, à mon avis, et correspond bien à ce que Noémie Renard
et Valérie Robert, mais d'abord Noémie Renard, appellent en France importé le concept de culture du viol, c'est-à-dire un ensemble de mythes sur le viol qui permet cet ensemble de disculper les violeurs en blâmant les victimes. Je caricature, je simplifie. Voilà, donc ça, et cet article du Point donne une impression d'équilibre parce que les arguments des militants et militantes sont pas trop mal représentés, mais ils penchent quand même plutôt en faveur, si on doit le voir de façon aussi binaire, mais enfin c'est quand même assez binaire, du côté de la disculpation littéraire. Et sont rappelés, notamment, alors 2 événements, mais là je me souviens surtout d'un, c'est-à-dire l'événement de l'accusation de blackface pour la représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne il y a quelques semaines. En fait, tout cela, c'est une même question, me semble-t-il, qui est celle de l'art, des rapports entre art et réalité, et je suis désolée, mais la réalité politique. Donc entre art, réalité, politique, et quelle est la représentation de ces silences, et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec Solnit, du silence des vaincus de l'histoire. Et là, je reprends non seulement les historiographes antiques, mais d'abord Benjamin. Et c'était sur le concept d'histoire, tout document de culture n'est-il pas un document de barbarie? Alors, ça me semble vraiment, vraiment compliqué, donc je vais essayer de dépioter en fait ces éléments-là pour les éclaircir et en éclaircir les problématiques, parce que l'article du Point me semble quand même passer à côté du problème théorique principal, et bon, ben, c'est un débat qui est absolument passionnant, parce que il nous demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, et il correspond à une actualité universitaire, militante, et plus largement culturelle, absolument actuelle. C'est-à-dire que là, la question va être celle de l'actualité et de l'inactualité du texte. Il me semble qu'il est permis de réinterpréter les textes. Et j'ai bien l'impression que ce que fait, on va dire, le groupe Malaise dans la culture, c'est de, justement, accorder une confiance pleine et littérale au texte, en appelant, pour le dire simplement, un chat un chat. Et ça, c'est pas si simple. C'est complètement dénier, refuser cette question, alors là qu'on ne trouve pas tellement dans la polémique Malaise dans la lecture, mais que l'on va retrouver dans la question du blackface pour les suppliantes, de l'intention. Est-ce que Philippe Brunet avait envie d'être raciste? Mais on s'en fout. L'enfer n'est pas les bonnes intentions de toute façon, et ce qui compte, ce sont les textes, les représentations, les œuvres en elles-mêmes, pas les intentions. Personne ne juge les intentions, parce qu'il ne s'agit pas d'abord de faire de procès, et quand bien même il y aurait procès, ce ne serait pas celui des auteurs, directement, mais des œuvres. Je crois qu'il est quand même permis de discuter des œuvres. Donc ça c'est sûr, donc oui, il me semble qu'il y a bien une actualité des œuvres d'art permanente, en tout cas, si le jury d'agrégation colle Chénier au programme d'agrégation, cette actualité elle est au moins contrainte. Pour dire que les choses ont quand même bien changé, quand j'ai eu le programme de ciné féminine dans le contexte du naturalisme européen, qui regroupait ce roman de Fontane et Fibriste, qui est extraordinaire, Tess d'Uberville de Thomas Hardy et Nana Zola. Pour Tess d'Uberville, il nous avait été dit par notre professeur de littérature que non, il était absolument inenvisageable de voir dans le coït que Alec imposait à Tess, c'est-à-dire Tess qui avait dit non et qui dormait, enfin qui était inconsciente, a été évanouie, pas assoupie, si je me souviens bien, un viol. Concrètement, moi il me semble que ça c'est faire un contresens complet sur Tess d'Uberville, roman qui a été justement adapté par Roman Polanski à l'écran, et qui lui parle bien, enfin qui montre bien un viol. Bon, je reviens à parler enfin voir ou pas des viols, de la misogynie dans des textes littéraires anciens.
Est-ce que voir ou décrire, ou c'est-à-dire en fait ce qui pose surtout problème, c'est le mot de viol. Est-ce que parler d'un viol ou de violence sexuelle, un texte ancien, revient à censurer le texte? Alors déjà, rappelons que la censure, c'est un procédé étatique ou institutionnel. Dénoncer la culture du viol, ce n'est pas interdire la lecture. Déjà, les gens n'ont pas les moyens, mais ce n'est pas vouloir interdire cette lecture ou appeler à cette interdiction. Ce qui est quand même très différent. Et je trouve pour ma part particulièrement intéressant de voir comment Roman Polanski parle de viol. Enfin, montre des viols dans ses films. Tess, Rosemary's Baby. Et j'ai pas tout vu. Mais c'est un cinéaste qui aborde très frontalement, très directement la question du viol. Je trouve que, connaissant l'affaire fuie par Polanski, c'est chose intéressante. Ça devient un peu le bordel, mais je continue. Ou le bazar. Est-ce que la littérature nous parle de la réalité? Oui. Mais ce qui est bien intéressant, et ça, c'est quand même une chose que Renan lui-même mettait en place, cette façon de parler de la réalité, elle n'est évidemment pas ni transitive, ni directe, ni informationnelle. C'est-à-dire qu'une œuvre littéraire et ou artistique est bien un document possible pour les historiens. Ça on l'a chez Renan, et puis on l'a en fait dans tout le XIXe siècle. C'est chose ancienne. Mais elle ne l'est pas directement. Et j'ai comme l'impression que considérer les jeux verbaux qui permettent de décrire, de mettre en scène ce que nous considérons comme des violences sexuelles, c'est nous dire quelque chose de la misogynie d'une société. Mais cette misogynie, de toute façon, on la connaît. On n'a pas besoin de la littérature pour la démontrer. Elle est déjà attestée par l'histoire du droit, par l'histoire des mœurs, par l'histoire judiciaire. On sait que l'Ancien Régime est misogyne. On sait que la Renaissance est un temps de fermeture de droits et de liberté pour les femmes, et que le 19e siècle, que le 18e, puis ensuite le 19e siècle font pire. On le sait. Et on le voit aussi en littérature, comme en art. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, et c'est pour cela que je trouvais ce télescopage intéressant, c'est qu'un poème comme celui de Chénier, dont j'oublie le titre, mais je vous mets toutes ces informations, ce qu'il nous montre, et ce qu'ont bien montré les analyses proposées par les agrégatives et maintenant anciennes agrégatives, c'est que ce poème, il met globalement en scène le silence du personnage féminin, c'est-à-dire de Naïs. Et ça, en soi, c'est intéressant. Et en fait, ce qui se passe dans cette polémique, c'est qu'on a essentiellement une interprétation de ce silence, avec cette vieille rengaine qui appartient parfaitement à ce que les militantes féministes, mais aussi les universitaires, appellent la culture du viol, à savoir que qui ne dit mot consentirait. Rappelons que céder n'est pas consentir, et qu'un silence veut tout et rien dire. Alors, que fait-on de ces silences littéraires ? Et en fait, c'est là qu'on voit que cette polémique, au-delà du militantisme et du féminisme, je souscris parfaitement au féminisme, pose une question d'herméneutique littéraire fondamentale qui est que dire de ce qu'il n'y a pas dans les textes. Et je trouve particulièrement intéressant de voir comment les analyses que l'on va trouver sur Malaise dans la lecture montrent comment ce silence s'inscrit dans une structure de récit qui met en action des violences, en même temps la disculpation de ces violences et le silence des victimes. Ce silence est-il un consentement ? Alors après, peut-on mettre en procès la littérature ? S'agit-il d'une mise en procès ? C'est marrant parce que ce vocabulaire juridique, finalement, on le trouve essentiellement du côté du reproche de contresens. Ça me semble être un argument d'homme de paille, c'est-à-dire qu'il y a une déformation, me semble-t-il, de ce qui se passe au niveau
cette analyse du poème de Chénier, mais le poème de Chénier n'est pas... Enfin, le poème de Chénier est un prétexte, d'une certaine façon. Mais j'ai pas tellement l'impression qu'il y ait... Enfin, moi, je sens pas le procès. Vraiment, là, c'est un truc que je pige pas. Peut-être parce que pour avoir moi-même déposé plainte et avoir été bien dégagée par la justice, ça ressemble pas à ça en procès. Ou une demande insistante et pénible d'un juge d'instruction. Donc, disons qu'il ne faut pas confondre la réinterprétation littéraire avec des concepts actuels et l'interdiction ou l'invitation à la lecture. Et la question après des artistes et des écrivains et écrivaines derrière les textes complexifie encore davantage cette question, mais je ne veux pas reparler de Céline, pas aujourd'hui. Est-ce que c'est un procès que de dire ces textes sont sexistes et misogynes? Eh ben oui, d'une certaine façon, procès dans les formes, non. Par contre, ce que cela appelle, c'est finalement à une réévaluation de notre canon littéraire, ce qu'on appelle les classiques, dans le sens canonique, c'est-à-dire des programmes, de ce qu'on va enseigner et de la façon dont on va les enseigner. Et je trouve ça, du point de vue de l'interprétation littéraire, particulièrement vivifiant. Et se pose alors aussi des questions d'ordre pédagogique, et là, pour ça, Malaise dans la lecture est super, c'est-à-dire que quand on a un texte qui décrit une contrainte sexuelle, qu'il s'agisse d'agression, de dénigrement ou de viol, qu'est-ce qu'on en fait en classe? Parce que finalement, c'est ça aussi le fond de la question, c'est parce que quand les choses restent des échanges d'articles, elles sont assez vives, mais il y a un moment où on enseigne ces textes, et où ça se complique pas mal. Alors, ce rapport réalité-littérature, il est art et réalité, il va amener à, et là on le trouve aussi chez Solnit, à se demander si l'art a ou pas un impact, donc une influence dans la vie. Bon, la réponse, elle est évidemment oui. Et les représentations artistiques appartiennent à la culture du viol, et pas seulement les films de divertissement. Là, pour ce qui est du cinéma, je renvoie immédiatement à Geneviève Cellier et à son analyse de La Nouvelle Vague. C'est du cinéma de garçon. Ça correspond parfaitement à une représentation de l'écrivain comme sacré. Je renvoie à Bénichou. Mais là, on n'a pas d'analyse particulièrement féministe. C'est-à-dire que le fait même de considérer que l'art est désancré de la vie et de la réalité, ça fait que les témoignages et les prises de parole des femmes vont être relégués du côté du récit de vie ou de la littérature du vécu. Ça, c'est abominable. Que ces tentatives pour faire émerger cette réelle réalité ne seront donc pas réellement de l'art. Ça fait partie de cette exclusion des femmes artistes, puisque c'est souvent un des domaines artistiques privilégiés par les femmes, et c'est pour ça que Yourcenar, qui est dans la pure fiction, si cela signifie quelque chose, a pu être considéré comme un écrivain homme et entré à l'académie. C'est très bien qu'elle soit entrée à l'académie en tant que femme, et de dépoussiérer un peu ça, ça n'a pas beaucoup dépoussiéré, mais enfin c'est parce qu'il était considéré que la fiction était finalement masculine et la réalité féminine. Ce qui me semble être un non-sens complet. Mais d'une certaine façon. Mais il y a aussi cette idée de cantonner l'art à un domaine autotélique, et donc que l'art n'aurait pas de portée politique, affective, voire traumatique, et là c'est le cas des trigger warnings, mais là je rentre pas là-dedans, ça devient compliqué, c'est déjà un peu le bazar. Elle est en soi une disculpation en prévision d'un procès à venir. Et c'est effectivement ce qu'on voit tout le temps. Polanski est un cinéaste formidable. Woody Allen a renouvelé la comédie. Mais pourtant, quand on analyse ses films ou quand on analyse ses œuvres,
elles ne sont absolument pas coupées de la vie. Alors dans le cas de Woody Allen, c'est particulièrement marquant, puisque Woody Allen, finalement, joue lui-même des rôles qui lui sont proches ou qui correspondent à la caricature qu'on a pu faire de lui. Il coupe absolument pas le cinéma de la vie. C'est l'inverse. Il se met en scène dans des comédies ou des drames qui, finalement, vont un peu le ridiculiser, mais le rendre sympathique et le disculper d'accusations. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, je ne dis pas que Chénier a fait ça. Je ne connais pas André Chénier. Je trouve que c'est une poésie particulièrement plate. Donc, je ne l'ai jamais vraiment abordée. Mais il y a ça derrière cette idée d'un art qui n'aurait pas d'influence sur la vie, qui serait parfaitement autotélique, parfaitement romantique, hein, comme idée. Ça vient du romantisme. Et ça aussi, c'est anachronique. C'est une idée du 19e siècle. Et c'est une idée qui, en fait, ne correspond pas du tout à la pratique littéraire et ou artistique. C'est plutôt l'inverse. Et finalement, considérer qu'il ne faudrait pas prendre en compte le public, les publics, c'est-à-dire le renouvellement, on va dire, de l'actualité, du militantisme, des lectures, des outils, etc., me paraît ne pas avoir tellement de prise théorique ni avec une certaine réalité de l'histoire littéraire. Est-ce que, pour autant, parler de culture du viol pour un poème de Chénier, donc pour un poème du XVIIIe siècle, c'est anachronique? Enfin, on étudie bien le narrateur homodiégétique, concept qui vient de Gérard Genette, dans des textes du XVIIe. Enfin, vraiment, je ne saisis pas pourquoi ce qui serait possible d'un point de vue technique, et la technique a quand même un fond politique, ne le serait pas avec des concepts, eux, plus franchement politiques. Est-ce que c'est la seule interprétation possible de Chénier et ou de la littérature dans son ensemble? Évidemment que non. Mais finalement, ce que me montre, en tout cas, ou les conséquences que je tire en ce moment à chaud de cette... de cet article du Point, de ce retour à tout cela et de la lecture de Solnit, c'est que le refus d'actualisation politique des poèmes de Chénier renvoie encore une fois les femmes, qu'elles soient réelles en tant que lectrices par exemple, ou fictives, le personnage, au silence mentionné par Solnit. Je vous mets des liens en bas, ça me paraît être une question importante et qui nous parle vraiment de... qui est un point d'entrée dans les cultural studies actuelles, avec cette question alors, du jugement, mais le mot de jugement n'est pas que juridique. Le jugement, c'est la critique de la faculté de juger de Kant, c'est aussi le jugement esthétique. Mais de cette congruence possible, impossible, des œuvres et d'autres époques que celle de leur réception. Ça me paraît être vraiment quelque chose de très très important aujourd'hui. Et une pierre d'achoppement, enfin, c'est même une pierre de discorde. On parle des pommes de discorde, mais en fait, elles se transforment toujours en pierre, ces pommes. Absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour du statut de l'art, littéraire, cinéma, etc., actuel. On discute. Je vous dis à bientôt.